Donc, je parlerai des prédations minières, ce qui ne sera pas le cas de mes collègues. Mais on a tous souhaité problématiser les relations entre ces deux thématiques, parce que si on remonte historiquement, il fut un temps ancien, certes, où la richesse d'une communauté, d'une nation, d'un pays, d'un groupe était étroitement liée à ses richesses minières, à son or, à ses métaux précieux, de l'argent, etc. Et les choses ont divergé petit à petit, et le moment de divergence absolue, c'est en 1971, quand Nixon rompt avec l'étalon or, et ceci s'inscrit dans une dynamique historique où on voit l'or, mais principalement, mais c'est à l'image des autres richesses minières, devenir une richesse, une ressource, et non pas une réserve. Et l'affaire est importante parce que le terme réserve dit qu'on possède un certain nombre une monnaie de réserve, on possède des richesses minières, et que l'on les utilisera pour l'avenir, pour des projets qui seront discutés ou qui seront idéalement définis démocratiquement. Parler de ressources, c'est être au contraire dans le temps court pour un autre objectif qui n'est pas l'avenir d'une nation. Et c'est ce qui nous a donné l'envie de traiter de cette question, puisque depuis le XVe siècle, quand les Espagnols se sont acharnés sur les populations vivant de l'autre côté de l'Atlantique, c'était essentiellement pour leur prendre l'or, l'étain, l'argent. Et c'est à peu près depuis cette époque qu'on parle de malédiction des ressources. Cette expression est particulièrement significative puisqu'elle pointe un paradoxe, mais elle dit en même temps que l'on n'y touchera pas, ça ne relève pas de... C'est une malédiction, on ne peut rien y faire. Il nous semble que l'on peut y faire. Voilà. Donc c'est à ce titre que l'on rapproche les deux choses, parce qu'une autre malédiction, si on peut dire, un héritage colonial pèse sur les pays de la zone franc, mais pas seulement. On a une situation à peu près similaire dans le Pacifique, qui a les mêmes enjeux, qui est autour du franc Pacifique. Donc là encore, c'est une ressource, une réserve dont sont privés les pays de la zone franc, puisque ces pays sont obligés de confier à la Banque de France une partie de leurs réserves de change. Mais c'est mes collègues qui en parleront. Alors, pourquoi rapprocher ces deux thématiques ? Eh bien, il nous semble qu'il est urgent de dénaturaliser un certain nombre de manières de poser les problèmes et d'aborder les questions, de trouver des manières transversales qui permettent de changer le regard sur le monde, tant pour les populations concernées que pour l'opinion publique générale qui croit de bonne foi que quand une multinationale canadienne va s'installer dans un pays africain, elle fait du développement. Ce qui, évidemment, est, vous l'imaginez bien, pas tout à fait le cas. Alors, sur ces questions des prédations minières, j'en profite pour embrayer sur un petit problème logistique. On a réalisé un ouvrage collectif sur cette question, de même qu'il y a un ouvrage collectif sur le franc CFA, et il y a d'autres ouvrages sur l'uranium, sur le pétrole, sur la dette. On a un certain nombre d'ouvrages. Et donc, si vous le souhaitez, je vais faire circuler une feuille pour que vous indiquiez vos adresses électroniques. Et à l'issue de la rencontre, on fera circuler une bibliographie constituée à partir des questions qui auront été débattues pour que cela serve de terreau au séminaire de l'année prochaine. Parce que l'objet de cette rencontre, ce n'est pas de clore un dossier, mais au contraire, à partir de nos débats, de définir les axes de travail qui seront ceux du séminaire de l'an prochain. Donc, déjà, on pensait que cette rencontre du 12 juin serait la dernière et conclurait. Bon, l'expérience a montré que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ça prend plus de temps de partager nos approches. Et donc, on espère que fin 2019,
on pourra produire un livre qui sera issu d'une journée semblable à celle-ci, mais plutôt terminale et non pas intermédiaire comme est celle que l'on tient maintenant. Donc, si vous le voulez bien, nos débats devraient s'orienter vers l'identification de thématiques sur lesquelles il serait indispensable de mener des enquêtes empiriques, mais aussi de réfléchir plus philosophiquement. Évidemment, des thèmes ont émergé au cours de l'année, par exemple sur la stabilité, la notion de stabilité très présente dans les codes miniers qui piègent les pays africains parce qu'il y a des clauses de stabilité qui les empêchent de remettre en cause des contrats. Et donc, même si on a un changement politique majeur qui a envie de changer la donne, juridiquement, l'État est coincé par des engagements régis par cette clause de stabilité. La question de stabilité, donc, ce n'est pas seulement une question philosophique ou politique, mais également une question très empirique importante. Il y en a d'autres, on le verra. Il y a par exemple la question de la souveraineté. C'est une question importante. C'est moi ? Oui. Là, il va falloir qu'au montage, on bricole, hein, parce que... Putain, je ne sais pas comment on éteint ça. Voilà. Il va falloir que tu bricoles. Donc, je disais, oui, il y a la question de la stabilité, mais il y a aussi plus largement la question de la souveraineté. Et donc, par conséquent, celle du nationalisme, de l'internationalisme, voire du cosmopolitisme. Donc, ce sont des questions, mais il y en aura d'autres qui vont émerger au cours de l'après-midi. Voilà, c'est quelques idées pour dire ce qui a émergé de nos rencontres. Plus spécialement, sur... alors, si on me posait la question... entre les différentes entrées dans les sujets qu'on veut aborder, donc il y a la question des matières premières, des ressources minières, des réserves minières, il y a celle de la monnaie, il y a celle de la dette, il y a de la domination politique. Pour ce qui me concerne et pouvoir travailler sur les mines, mais mes collègues qui travaillent sur la monnaie pourront ne pas être tout à fait d'accord. Moi, je vois j'ai l'impression que la question fondamentale pour les pays occidentaux qui sont engagés dans des relations néocoloniales avec un grand nombre de pays, c'est la question des matières premières qui est fondamentale. Si on s'intéresse aux écrits de l'Europe, par exemple, eh bien, on voit qu'en 2008, l'Union européenne, qui est déjà très soucieuse de l'approvisionnement en métaux rares, publie un texte qui s'intitule « Initiative sur les matières premières de l'Union européenne ». Et donc, il y a 10 ans, elle identifie les matières premières, donc, y compris l'or qui a servi de monnaie, mais là, qui n'est plus considéré que comme une matière première, dont elle a besoin. Et 10 d'entre elles ne sont pas produites en Europe. Et donc, il y a une dépendance forte à l'égard des politiques des pays détenteurs de ces richesses, d'où cette notion de clause de stabilité, évidemment, qui empêche les États africains d'intervenir. Et en 2015, elle va plus loin, elle fait travailler des chercheurs qui établissent une liste de 27 matières premières rangées selon leur criticité. Et une matière première critique, ce n'est pas sa faible présence dans les sous-sols de la planète, c'est l'accès politique à cette ressource. Donc, allez voir comment l'Union européenne s'occupe de ces questions des matières premières, c'est tout à fait essentiel. Quand on voit la politique française à l'égard de ses eaux territoriales dans le Pacifique, parce que la France contrôle 9 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale, et qu'elle a fait faire par la recherche militaire des enquêtes très précises sur les réserves du fond de l'océan, où on a des nodules de métaux précieux, on a des terres rares, on a énormément de choses, on voit que, et quand on lit leur texte, on voit que c'est une politique à 50 ans. Donc, il faut se placer à cette échelle-là
et pas dans l'immédiateté du quotidien et des élections, par exemple, parce qu'il y a une continuité politique importante, et c'est à 20, 30, 50 ans que les États et l'Union européenne réfléchissent leur stratégie sur ces questions-là. Donc voilà, je voulais dire ça, et donc je pense que le reste, les monnaies, la monnaie, les dettes, etc. La dette, c'est très clair. Il se trouve que, je pense que Boris en parlera un peu, mais on voit que c'est un outil pour soumettre, dominer et obliger des pays à se défaire de leurs matières premières. Je n'ai trouvé de chiffres que pour le Burkina, peut-être parce que j'ai mal cherché, mais en gros, ce que l'État burkinabé touche des sociétés minières installées sur son territoire, c'est quasiment, c'est à peu de choses près, la même somme que le Burkina paye en service de la dette. Donc c'est un système installé de très longue date. À mon avis, il faut faire remonter ça au début du XXe siècle, mais ce n'est pas notre sujet. Mais la dette publique et la prédation, d'ailleurs, il y a un ouvrage qui porte là-dessus, dette et extractivisme, ces deux choses sont très liées et on voit que ce cercle qui est vicieux et contraignant, il est difficile pour les États de sortir de cette servitude. Voilà, ce n'est pas seulement une servitude, c'est une servitude monétaire et c'est une servitude de la dette aussi. Voilà, je crois que mes amis ont été très gentils. Je voulais juste encore dire un tout petit mot, je suis trop longue. Sur la question de l'extractivisme, ce qu'on observe, et je pense que c'est assez important du point de vue des stratégies à long terme, on observe qu'il y a deux types de positionnement, tant sur les prédations minières que sur les prédations foncières. En gros, dans la recherche, les bureaux d'études, les experts se positionnent soit en gros sur une question qui est qu'est-ce qu'une compensation équitable, mais on reconnaît que l'extractivisme est incontournable, soit on se pose la question faut-il extraire à tout prix? Et on voit dans de nombreux pays africains des sections syndicales, des acteurs collectifs, des associations de jeunes se positionner plutôt pour cette deuxième question et en répondant que pour l'instant, laissons les richesses du sous-sol là où elles sont. On s'en servira quand la situation sera mûre pour cela, c'est-à-dire qu'on considère ces richesses comme des réserves et non comme des ressources. Je suis très contente, je voudrais juste terminer là-dessus, que Ansouman Sissoko a accepté de nous rejoindre parce que l'une de nos motivations, c'est aussi d'entendre les mouvements de jeunes en Afrique de l'Ouest et dans les autres pays de la zone franc que personnellement je connais moins bien, mais qui se révoltent à la fois parce qu'ils voient d'un œil noir cette dépendance néocoloniale liée au franc CFA, cette dépendance monétaire, mais aussi que dans le même temps, on pille leur richesse nationale. L'or au Mali sera épuisé dans moins de 15 ans. Et que feront-ils après? L'environnement est dévasté, les paysans ont perdu leurs terres. Voilà, et ce sont les locaux, bien sûr, les contrats des sociétés minières leur donnent 3 ans de responsabilité après leur départ, tout au plus. Donc évidemment, elles ne restitueront pas leur environnement et les conditions de l'agriculture. Donc ce sont des problèmes extrêmement graves qui nous concernent tous parce que les sociétés minières vivent de leur bonne réputation auprès des bourses. Ce sont des acteurs boursiers, notamment un peu à Sydney, mais surtout au Canada. Et la prospection, l'exploration se fait par des sociétés dites juniors qui sont des spéculateurs en bourse essentiellement et ne vont même parfois pas sur le terrain. Il y a des scandales financiers sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que j'ai été bien au-delà de ce que je pouvais faire en temps.